c'est écrire et publier. On sait que c'est une étape qui n'est pas évidente, mais aussi passionnante, parce qu'elle est le reflet de tout ce qui a pu être pensé et conçu dès les étapes de démarrage du projet, formalisation de la recherche. On va devoir décrire toute la méthodologie, décrire les résultats qui ont été obtenus, et puis faire des choix en termes de valorisation de ces résultats. Donc là, l'idée pour cet atelier, c'est qu'on puisse d'une part avoir un temps de présentation formelle qui va être fait pour démarrer, et puis qu'on puisse échanger en un plus petit comité pour justement favoriser la discussion. Peut-être pour lancer un peu les choses avant que j'introduise les orateurs, on aurait aimé avoir une idée du nombre de personnes qui ont déjà soumis un article, qu'il a été accepté ou non. Alors, on sait que certains ont beaucoup publié, pas de souci. D'accord, donc une petite quinzaine. Est-ce que vous avez été certains à être sollicités pour expertiser, être réviseur d'un article, en juger de la qualité? Au moins 3. Ok, et peut-être pour les personnes qui ont soumis un article, nous donner une idée des journaux concernés, ce qui nous permet aussi un peu de cerner. Certains, vous ne pouvez pas nous faire toute la liste, mais peut-être juste nous donner un ou deux journaux dans lesquels vous avez proposé un article. Allez, Anne. Allez, un journal. Plus One. Ok. Est-ce que vous avez soumis dans des journaux francophones? D'accord. Lesquels? Dans les annales. D'accord. Moi, je fais les deux, que ce soit la revue Soin ou la revue internationale. Diverses. Bio, Fantôme. Ton domaine. Ok. Et d'autres revues internationales que Plus One? Nursing Management. Ok. Ah, bien. Pas bien aussi les autres. Hein, Ok. Pas d'autres revues. Ok. C'était pour évaluer un peu l'expérimentation ou l'expérience des personnes. Alors en sachant que l'atelier s'adresse à tout le monde. Hein. Au contraire, l'idée c'est de donner envie d'aller vers cette étape. Alors, je vais laisser la parole tout de suite aux deux orateurs qui vont donc faire cette présentation à deux voix. Je vais commencer par présenter, alors j'aime bien faire des présentations un peu formelles, c'est un peu trop, vous me direz si c'est long, mais je pense que c'est utile aussi que vous ayez une idée de qui parle et de quel point de vue. Donc on introduit tout d'abord Yasmina Warzoun, qui est, que vous connaissez sans doute, qui est titulaire de plusieurs diplômes universitaires en sciences humaines et recherche clinique. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Elle a exercé pendant de nombreuses années en tant qu'infirmière, cadre de santé, formateur consultant, directrice dans différents établissements de santé et instituts de formation en santé. Et elle est depuis plus de 15 ans chez Elsevier Masson. Elle dirige le département des revues professionnelles et est rédactrice en chef de plusieurs revues de référence. C'est un plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Et cette présentation, elle va être aussi faite par Julien Bouix, que vous avez aussi vu ce matin. Et donc je rappelle, Julien Bouix est infirmier anesthésiste au sein du service de santé des armées. Il sert au profit de l'école du Val-de-Grâce. Alors il a un parcours professionnel orienté sur les urgences, la brûlologie, la traumatologie et l'anesthésie en domaine militaire. Il a une activité de publication professionnelle depuis 2008, notamment à la revue de l'infirmière. Il a été au comité de rédaction d'Oximag et il est dans le comité éditorial de la revue francophone internationale de recherche infirmière. Il est expert pour des appels à projets et réviseur régulier d'articles scientifiques ou professionnels, qu'ils soient en français ou en anglais. Il est actuellement doctorant en sciences infirmières en santé publique. Voilà, je les remercie pour leur présentation. Merci Judith. Donc, bonjour à tous. Je suis effectivement très heureuse d'être parmi vous et d'intervenir avec Julien, avec qui je travaille régulièrement, et pour défendre cette belle cause autour de la recherche en soins et, comme le disait Judith tout à l'heure, l'importance de publier sa recherche, puisque sinon, si vous ne la faites pas connaître au sein de votre communauté, qu'elle soit francophone ou internationale,
votre recherche, du coup, ne va pas servir à d'autres, hein, ne va pas servir de modèle, ne va pas servir à aller plus loin. Et du coup, tout le travail que vous aurez fait, du coup, va rester très confidentiel et il ne va pas pouvoir faire des petits dans toute la communauté. C'est vrai qu'on va parler aujourd'hui de la publication d'articles scientifiques, mais pas que, puisqu'il y a aussi d'autres types d'articles, et donc notamment dans les revues professionnelles. Et l'idée vraiment de cet atelier, c'est de vous donner des clés, de vous donner envie d'écrire, de vous dire osez, que la publication d'un article, c'est un formidable travail d'équipe. Il y a ce que vous allez faire vous, avec vos équipes de recherche, avec vos institutions, mais également ce qui va se passer au sein de la rédaction. C'est pourquoi aussi, moi je vais aussi vous parler de ce qui se passe aussi quand vous avez, vous avez écrit votre article. Et qu'est-ce qui se passe derrière quand l'éditeur va recevoir votre article? Parce que c'est aussi important de savoir ce qui se passe, parce que sinon on a souvent l'impression que quand on soumet un article, très vite il va être publié, ou alors il va être publié tel que, alors que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et au moins vous expliquer pourquoi aussi, il y a un temps important pour du coup derrière favoriser la qualité aussi des articles publiés, et comment on peut aussi vous accompagner, et quel est le travail de l'équipe aussi au sein de la rédaction. Voilà. Alors, je vais vous parler rapidement d'Elsevier, bien évidemment, puisque j'appartiens à Elsevier, mais qu'on soit très clair, l'idée de cet atelier, c'est de la publication au sens large, et que ce soit chez Elsevier ou que ce soit ailleurs. Donc voilà, Elsevier, c'est une grosse multinationale, 7500 salariés dans 180 pays. C'est vrai qu'on est leader dans pas mal de domaines, de nombreux rédacteurs et membres de comités de rédaction, un portefeuille de 2500 revues à travers le monde, avec environ 430 000 articles de recherche par an. Et 80% de notre activité provient aussi maintenant des produits électroniques, des portails et des sites internet, puisqu'il y a eu vraiment aussi du coup un vrai changement au niveau des usages de nos utilisateurs. En France, on est 200 salariés, on publie 130 revues, dont 22 revues professionnelles et 108 revues scientifiques et de recherche et de formation continue. Et voilà, et on est présent sur des plateformes francophones, qui appartiennent à Elsevier, mais également sur Sciences Direct. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On souhaitait vous parler de pourquoi publier, de la qualité, de l'exigence de qualité, de l'évaluation par les pairs. Alors peut-être que vous y êtes déjà familiarisé, mais c'est toujours intéressant de dire ce que c'est. De l'indexation et de l'impact factor. Avant de soumettre un article, quels sont les points importants. Une fois que vous l'avez soumis, qu'est-ce qui se passe de la soumission à la publication? Alors, un article scientifique ou professionnel. Qu'est-ce que c'est l'open access? On en parle beaucoup. Quelques conseils pratiques et liens pour en savoir plus. La valorisation. Et pour finir, répondre à vos questions. Alors, pourquoi publier? Publier, en fait, on ne se pose jamais la question de ce qui doit être fait en amont pour publier, mais la première des choses, c'est d'avoir un travail quelque part et un sujet sur lequel discuter. Ce qu'on appelle régulièrement le transfert de connaissances, c'est comment on va utiliser les données de la recherche et puis les implémenter dans la pratique ou les faire connaître à la communauté dans laquelle on travaille ou à les gens qui pratiquent la discipline dans laquelle on travaille. Donc la première des choses, c'est sûr, c'est que ça veut dire qu'il faut avoir des pratiques à valoriser, un sujet sur lequel discuter ou une recherche à communiquer, que ce soit au niveau national ou international.
Le deuxième point, c'est donner accès à son travail dans la continuité. C'est la notion d'archivage, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, quand on interroge des bases de données, regarder ce qui a été publié avant sur un même sujet, voir ce que différentes équipes ont pu faire et constituer l'historicité, on va dire, de la recherche ou du sujet scientifique qui nous intéresse, ou alors même de la pratique en question. Se faire connaître au sein de sa communauté, c'est quelque chose qui peut paraître un peu péremptoire comme ça, narcissique, mais en fait, il est toujours bon de valoriser sa propre pratique et de la diffuser à ses pairs, parce que parfois on part souvent de l'hypothèse que tout le monde fait la même chose, ou que ça ne se démarque pas forcément de ce que font les autres. Ben, c'est une erreur en fait de penser ça, parce que toutes les pratiques ne se valent pas, et elles varient suivant les contextes, qu'ils soient des contextes institutionnels ou même intérêts individuels entre les équipes. Donc ça vaut toujours la peine de dire ce que l'on fait et de le faire valoir. Et puis enfin, progresser dans sa carrière, de plus en plus pour nous, ça sera important. Ça commence à l'être déjà. On a commencé à vous parler d'un certain nombre de choses ce matin. Peggy vous a parlé de différentes bases de données, puis elle a parlé de SIGAPS, on va y revenir aujourd'hui. Mais savoir que constituer des épreuves de titres travaux, que ce soit pour des postes universitaires ou pour nous c'est le cas dans les armées, pour progresser dans notre carrière, à un moment donné, on se posera certainement la question de savoir ce que les professionnels ont fait, et ça ne comptera pas simplement que sur des projets managériaux ou des transformations de pratiques. Ça sera aussi qu'est-ce qu'on a pu écrire et comment on aura valorisé nos pratiques et notre discipline. Donc ça, c'est un élément qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Alors la qualité d'un article, c'est vraiment quelque chose d'important. Et du coup, il y a quelques outils aussi à consulter. Par exemple, du coup, les recommandations internationales pour la conduite, la présentation, la rédaction et la publication des travaux de recherche. Voilà, où vous avez du coup les éléments importants en termes de recommandations. Vous avez aussi les respects de bonnes pratiques en termes d'intégration scientifique. Donc ça, c'est aussi important. C'est vrai que nos revues sont soumises à cette charte de bonnes pratiques. Et qu'est-ce qui garantit aussi la qualité aussi de nos publications? C'est aussi l'indépendance de nos rédactions, puisqu'on travaille avec des professionnels de santé qui sont externes à la rédaction, qui du coup ne sont pas hiérarchiquement, du coup ne dépendent pas hiérarchiquement de nous. Donc on les a recrutés parce qu'ils avaient un domaine d'expertise, que du coup ils sont reconnus dans leur domaine, et du coup voilà, ce sont des chercheurs, des médecins, des professionnels de santé en exercice qui connaissent bien du coup le terrain et qui peuvent nous donner des avis du coup pertinents et éclairés sur des articles, et ça c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et puis, qu'est-ce qui fait la qualité aussi d'un article qu'on va publier? C'est l'évaluation par les pairs, ce qu'on appelle le peer review. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'évaluation par les pairs? Donc, c'est un processus qui est mené donc, par les rédacteurs et par les pairs. Aussi, on les appelle les experts, les évaluateurs, les reviewers, les examinateurs, etc., en fonction des éditeurs. Et voilà, ce sont des professionnels de santé experts dans leur domaine. Alors ça peut être expert par rapport à une méthode, expert par rapport à un sujet. Il faut savoir que tous nos reviewers, elles le font au volontariat, et ce sont des personnes bénévoles qui ont envie d'œuvrer pour leur communauté professionnelle et qui font ça en plus de leur travail de tous les jours. Voilà. Donc c'est un vrai engagement pour faire progresser du coup la recherche, les publications pour leur profession. Et ça repose sur l'évaluation du fond et de la forme de chaque article, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer après dans le processus comment ça se passe. Mais on va envoyer l'article à la personne, d'abord le résumé pour savoir si du coup elle serait d'accord pour expertiser ou pas cet article. Et puis après, il y a tout un processus. Donc ça se déroule de façon anonymisée, c'est-à-dire que du coup, on rend l'article anonyme. La personne qui va évaluer l'article ne sait pas le nom de l'auteur, ne sait pas son institution. On fait en sorte de rendre l'article le plus anonyme possible.
Cette évaluation par les pairs, donc ça garantit vraiment la qualité des revues aussi à travers la sélection finale des articles. Oui. Sur la révision par les pairs, pour en parler un petit peu plus de côté pragmatique, c'est quelque chose qui demande énormément de temps aux réviseurs. Moi, quand je révise un article, ça me prend plusieurs jours, alors de façon saccadée, mais en fait, quand on révise un article, tu le rediras certainement par la suite, on révise la totalité. Donc on commence par le titre, l'adéquation entre le titre, etc. On va refouiller dans les bases de données pour voir si la littérature a été faite correctement. On réanalyse normalement les sources qui ont été proposées. Et donc ce travail-là de réarticulation de l'article prend beaucoup de temps. Le point qui est important aussi à appuyer pour la qualité, notamment puis la qualité en matière de recherche, c'est que vous pouvez avoir fait le meilleur article du monde, super bien écrit, avec toutes les codes qu'on attend. Et à partir du moment où vous n'avez pas anticipé que vous avez fait une recherche qui était bancale, qui n'était pas guidée par des principes de qualité sur lesquels on va revenir après, le réviseur ne pourra pas forcément accepter votre article ou va vous demander des révisions majeures. Et les révisions majeures, une fois que la recherche est faite, c'est un peu problématique parce qu'on ne peut pas refaire la recherche. Donc, heureusement, il y a des principes éthiques qui font que tout ça est balisé à chaque fois, mais ça explique parfois qu'on est contraint de ne pas accepter des articles parce que vraiment le fond, c'est pas forcément pauvre, mais en tout cas ne peut pas amener à faire avancer les connaissances telles qu'on pourrait l'attendre dans la discipline. Voilà. Tout à fait. Donc, ce que j'ai fait. Alors, comment ça se passe? Donc, du coup, vous avez écrit votre article et vous souhaitez le publier. Donc, dans une revue. Donc, vous allez choisir une revue pour soumettre votre article et vous allez regarder le site de cette revue. Le choix de la revue, il est très important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien cibler la revue qui, du coup, est la plus à même d'accepter aussi cette recherche parce que, du coup, l'idée, c'est quand même de s'adresser à votre communauté et de bien regarder si cette revue accepte, du coup, tel type de recherche ou a des critères bien définis parce que, parfois, on soumet à la mauvaise revue. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive assez fréquemment. Donc voilà, donc il faut vraiment bien choisir sa revue et du coup bien respecter les recommandations aux auteurs. Donc une fois que du coup vous avez soumis votre article, alors vous avez des sites de soumission automatique ou pas, voilà, ça dépend des éditeurs et des revues. Mais en tout cas, une fois que vous l'avez soumis, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire que votre article il va être assigné au rédacteur. En général, c'est au rédacteur en chef, hein, ou alors ça dépend de l'organisation des revues. Mais moi, personnellement, tous les articles, du coup, vont m'arriver. Voilà. Je vais vérifier, du coup, si, au regard de ce que je reçois, est-ce que c'est pertinent ou pas déjà de continuer le process de publication par rapport aux critères de la revue, déjà. Et du coup, on va après, du coup, envoyer en fonction du domaine, de la recherche, de la méthodologie employée. Je vais avoir une liste qui a déjà été préétablie en amont de personnes avec un niveau d'expertise croisé, hein, souvent, hein, puisque du coup, on envoie l'article à 2 personnes en révision. Voilà. Il peut nous arriver de l'envoyer à 3 personnes si, par exemple, une fois que les évaluations ont été faites, on s'aperçoit qu'il y a des discordances aussi dans les rapports des évaluateurs. Donc, du coup, ça demande une expertise en plus pour pouvoir aussi avoir aussi un autre regard. Voilà, donc on les envoie, et du coup, ce qui se passe après, c'est que les reviewers vont faire leur travail, hein, donc ils vont du coup expertiser l'article. Comme le disait Julien, c'est quelque chose qui est chronophage, qui prend du temps, hein, puisqu'on demande quand même certains critères d'évaluation par rapport à nos évaluateurs.
Et après, donc, il va y avoir plusieurs réponses qui vont être données. Soit l'article va être refusé parce que, alors, il ne correspond pas au scope de la revue, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça ne correspond pas au projet éditorial. Parce que, du coup, comme le disait Julien, on s'aperçoit quand même à travers l'article des faiblesses de la recherche. Et du coup, on ne peut pas refaire la recherche. Là, du coup, c'est les publications des résultats de la recherche. Donc, du coup, on va le refuser aussi à cause de ça. Et sinon, donc, il y a plusieurs façons après de répondre. C'est du coup, soit il est accepté, mais avec des révisions majeures, c'est-à-dire qu'on va vous donner des indications pour améliorer votre article, ou alors accepter avec des révisions mineures. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est à retenir, c'est qu'un article n'est jamais tel que accepté pour publication. Il y a toujours au minimum des révisions mineures. Et l'idée vraiment de cette évaluation, c'est de vous aider, de vous accompagner dans la publication d'un article de la meilleure qualité possible. C'est comme ça qu'il faut prendre les remarques de nos reviewers. C'est vraiment, voilà, ils sont là aussi pour pointer du coup, voilà, alors ce qui va aussi, parce que souvent il y a aussi des félicitations, articles bien menés, bonne méthodologie, articles très intéressants, enfin voilà. Mais voilà, 4 pages. Mais quelques modifications sont à apporter pour qu'on puisse publier l'article. Voilà. Mais vraiment, ça c'est vraiment important, il faut vraiment le prendre comme, voilà. On est là, c'est un travail d'équipe et on est là pour vous accompagner, pour publier un article de la meilleure qualité possible. Vas-y. Quand on fait la révision, on a des grilles qui sont données par l'éditeur, on remplit ces grilles. Et même avec des révisions majeures, il ne faut pas être heurté, quand je disais 4 pages, c'est d'avoir vraiment l'article qui est décortiqué et d'avoir un nombre de commentaires pas possible sur lesquels il va falloir se positionner en tant qu'auteur. Parce que quelque part, quand un réviseur donne des commentaires, il faut y apporter une réponse, positive ou négative, ou justifier en fait son choix en tant qu'auteur. Et ce n'est pas forcément dû à un besoin de tout critiquer, mais quand on est réviseur, il y a un côté éthique, c'est-à-dire que si on n'a pas fait la recherche, on est quand même responsable de ce que l'on vous donne comme feedback, et il faut que ce feedback, il soit, en tout cas pour moi, le plus bienveillant possible, parce qu'il ne faut pas démoraliser les auteurs d'une part, donc il faut les valoriser et toujours insister sur ce qui est positif dans l'article, et les inviter à continuer à publier, et puis après de les amener en leur donnant des conseils, et pas simplement en leur disant le paragraphe, il faut le retirer, il n'est pas bon, ou vous n'avez pas fait telle chose, etc., mais en leur amenant vraiment des guides pour améliorer des sources, parfois leur dire vous avez manqué telle ou telle source, essayez de regarder de ce côté-là. Donc vraiment, il y a vraiment un travail d'accompagnement qui ne se perçoit pas parce qu'on a un papier de 5 ou 6 pages quand on le reçoit, mais qui est vraiment, en tout cas, la philosophie qu'on peut avoir quand on est réviseur. Voilà, et une fois effectivement que du coup tous les reviewers ont rendu leur expertise, leur compte rendu, du coup voilà, on revient vers l'auteur et du coup on lui donne des éléments pour aller plus loin dans son article et du coup nous renvoyer après une version réajustée. C'est aussi important quand vous renvoyez du coup une version réajustée de bien répondre point par point. Vous avez le droit aussi de dire non, voilà, j'ai pas fait ça pour telle et telle raison, mais à chaque fois d'argumenter pourquoi vous ne l'avez pas fait. C'est important pour nos reviewers, parce qu'après on va renvoyer aux reviewers qui ont expertisé votre article avec vos réponses et du coup avec vos modifications. Voilà, donc c'est vraiment important de répondre point par point et d'argumenter à chaque fois. Alors, qu'est-ce que c'est l'indexation ? On entend beaucoup parler d'indexation. Donc, c'est le référencement du contenu d'une revue dans une banque de données bibliographique. Et c'est considéré comme un indice de qualité pour les revues de recherche. Je mets un petit bémol, c'est mon rôle, sur l'indexation des revues. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une revue n'est pas indexée qu'elle n'est pas de qualité.
Pourquoi je vous dis ça? C'est que les indexations sont de plus en plus difficiles à obtenir, et notamment les indexations Medline, parce que dans ces indexations, on privilégie plusieurs critères. Et un des critères principaux en ce moment, c'est les revues anglophones. Voilà, donc ça veut dire que nous, en tant que revue francophone, on a déjà un handicap quand on présente un dossier d'indexation. C'est-à-dire que même si on a nos résumés en anglais, nos mots-clés en anglais, nos titres en anglais, ça ne suffit pas, hein, puisque ça c'est important pour les bases de données, mais ça ne suffit pas pour être indexé. Donc voilà, donc il y a déjà ça. Il y a aussi des critères du type, il faut 60% d'articles rejetés. Voilà. Nous, dans les revues qu'on manage chez Elsevier, c'est vrai qu'on essaye toujours comment dire, d'accompagner la publication. Voilà. Même parfois c'est long, parfois il y a plusieurs retours, il y a plusieurs réévaluations, mais c'est vrai que quand on rejette un article, c'est que bon, voilà, à des moments donnés, on ne peut pas tout faire non plus. Hein. Quand l'article est de mauvaise qualité, on ne peut pas en faire un très bon article. Quand une recherche est de mauvaise qualité, c'est pareil. Voilà, mais donc du coup, nous c'est vrai qu'on a cette politique aussi de toujours essayer de sauver les articles. Voilà, donc ça nous demande aussi un travail important au sein de la rédaction avec une équipe de professionnels de l'écriture. Voilà, donc déjà ces critères-là sont des critères qui peuvent être bloquants. Et également, donc, les retards de publication font partie aussi des critères. Des critères du coup qui peuvent faire rejeter du coup une indexation Medline. C'est-à-dire que la revue, elle doit paraître à l'heure. Voilà, il y a d'autres critères, hein, mais ces critères-là, et notamment l'indexation favorisée pour les revues anglophones, est quand même quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que c'est important de publier dans des revues indexées, mais il ne faut pas se dire que celles qui ne sont pas indexées ne sont pas des revues de qualité, parce qu'elles ont aussi un processus d'évaluation par les pairs. Il y a tous les critères dont je viens de vous parler, mais par contre, voilà, on n'est pas indexé pour ces raisons-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des listes d'attente de plusieurs années pour faire du coup indexer des revues, et notamment quand on est francophone. Voilà, donc les indexations donc, les plus prestigieuses, hein, PubMed, Medline, il y a le Citescore aussi, il y a Scopus, et puis donc il y a toutes les revues qui ont l'impact factor à partir de Web of Science. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui. Juste parce que vous avez tous un niveau différent en fait sur on va dire la recherche, donc peut-être que ça ne vous parle pas, mais... PubMed, c'est la plus grande base de données aujourd'hui. Voilà. C'est celle qui est basée sur la bibliothèque centrale des États-Unis. Donc, c'est sûr que c'est la plus connue. Enfin, PubMed est un moteur de recherche qui va chercher dans la base de données de Medline. Voilà. Et puis, il y en a d'autres. Scopus, c'est une base de données et aussi un moteur de recherche. Et puis après, Web of Science, c'est encore une base de données. Quand on fait de la recherche, quand on veut aller chercher des revues, on veut aller les chercher sur leur site internet par rapport à leur nom, etc., puis d'aller les lire. Mais quand on cherche un sujet donné, l'éducation thérapeutique, parce que c'est un peu mon travail, vous tapez l'éducation thérapeutique dans PubMed, vous allez avoir énormément de revues différentes qui vont aborder ce sujet-là. Et si vous êtes limité à PubMed, vous allez avoir ce qu'on appelle un biais de publication, c'est-à-dire que vous avez manqué un grand pan de nombre de revues parce que vous avez utilisé qu'une base de données et que toutes ces bases de données n'incluent pas forcément toutes les revues qui vont traiter de l'éducation thérapeutique. Donc en gros, une base de données, elle interroge plusieurs revues en même temps, mais les bases de données entre elles n'interrogent pas les mêmes revues. Donc on utilise PubMed, on utilise Scopus, on utilise Embase aussi qui est de chez Elsevier, et on croise toutes ces bases de données à la fin. ScienceDirect aussi. Ouais, ScienceDirect aussi. Et on croise toutes ces bases de données à la fin pour faire le tour d'un sujet. C'est important de faire le tour de toutes ces bases de données. Oui, vas-y. Oui. Peut-être c'est bien. Oui, allez-y, oui. Un peu plus fort, Anne, s'il te plaît. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. On a plein de revues comme ça, où on a fait des dossiers d'indexation, et où pour l'instant on est sur des listes d'attente très longues.
Non, non, c'est vraiment les critères là, principaux que je viens de vous donner qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Ce que tu peux dire, peut-être Yasmina, c'est que, on y reviendra à la fin, mais pour soins notamment, et puis la revue d'infirmière qui sont indexées dans PubMed, ouais. c'est quand même quelque chose d'historique en fait qui a prévalu à ça. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, dans mon portefeuille de revues, donc j'ai plusieurs revues indexées, une partie de la série soins, j'ai la revue de l'infirmière également, mais on a bénéficié d'indexation d'il y a longtemps, d'indexation un peu historique, à l'époque où, du coup, c'était beaucoup plus ouvert que maintenant, et où ce critère de revue anglophone, en tout cas, n'était pas pris en compte de la même manière. Donc voilà, donc après, la difficulté, c'est de garder les indexations aussi. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer aussi dans des processus de réévaluation des indexations. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que sur certaines revues, donc, on est sur Medline et c'est vraiment un plus, quoi. Ouais, on verra pourquoi c'est important d'être sur Medline. Sur EFIRI, c'est sûr que par contre, donc sur la revue francophone internationale de recherche infirmière, voilà. Ça reste important de soumettre des articles. C'est vrai que c'est pas une revue anglophone, mais le fait de faire vivre les connaissances en langue française est éminemment important. Surtout que le premier frein, on le connaît tous, pour les professionnels de santé et les paramédicaux, c'est l'anglais. Donc si on se limite qu'à de l'anglais à un moment donné, on ne parlera même pas aux Nosway, donc c'est sûr qu'il faut continuer à publier en français. Ouais. Et puis il y en a d'autres, il y a l'ARCI, etc. Mais, ouais. Ah non. Oui. 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 Ouais. Oui. Oui, on est d'accord. Tout à fait, oui. Au même titre que de la publication d'ouvrages ou participation à la rédaction de chapitres. Oui, oui. Alors, sur l'impact factor, souvent on en entend parler, ça parle beaucoup aux médecins, puis quand on est paramédical dans un service ou ailleurs, quand on entend parler d'impact factor, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc l'impact factor, c'est une norme de bibliométrie, on va dire, un calcul qui est produit, qui est basé sur le nombre de moyens de citation des articles de la revue rapporté au nombre d'articles que publie la revue. Ça paraît un peu compliqué, mais si on regarde l'exemple qui était donné en bas, là, pour les annales de dermatologie qui est publié chez Elsevier, par exemple, ils ont fait le calcul de leur nombre de citations en 2012 des articles parus entre 2010 et 2011 sur les 2 dernières années, parce qu'il est souvent calculé sur 2 ans, et divisé par le nombre d'articles qui ont été publiés entre 2010 et 2011, ça leur a fait un ratio et ça leur donne leur impact factor, 0,6. C'est pas beaucoup, 0,6. Des revues comme Nature, c'est 77 d'impact factor, le New England, c'est 52, c'est énorme. Mais en fait, il y a un cercle vicieux à ça, c'est que plus les revues ont des impact factors élevés, plus les gens vont vouloir publier dedans, plus donc les revues vont refuser des articles, donc plus en fait elles augmentent les articles de qualité et la chance en plus d'avoir des articles qui soient recités. Donc en fait, ils entretiennent quelque part ce cercle vicieux-là qui leur est favorable. Et puis il y a un deuxième type d'impact factor qui est à 5 ans, mais qui est un peu moins utilisé. On utilise souvent celui à 2 ans. Il faut savoir que ces impact factors, ils sont en fait très liés à la discipline dans laquelle on publie. Ce que je vous disais pour les annales de dermatologie, c'est pareil pour tout ce qui concerne les soins infirmiers, et vous verrez, je vous en donnerai à la fin un certain nombre. Donc quand on est dans des disciplines qui ont pignon sur rue, on a tendance à avoir beaucoup de revues avec gros impact factor. Quand on est dans des petites disciplines, je parle des sciences infirmières parce que c'est ma discipline, on a des revues qui sont à faible impact factor. Et pourtant, il ne faut pas croire que c'est plus facile de publier dans une revue en nursing, c'est peut-être parfois plus compliqué que de publier dans une revue en médecine. Parce que nous, on est un peu crispé en fait sur la discipline. Donc souvent, on est encore plus exigeant. Donc voilà. Les questions qu'il faut se poser avant même de rédiger son article, on va revenir un petit peu sur la rédaction, c'est d'abord à qui on souhaite s'adresser, quel est le public, qu'est-ce qu'on va vouloir transférer et dans quelles conditions on va vouloir transférer dans la pratique ou auprès des communautés. Est-ce qu'il faut publier dans des revues indexées? Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est important que cet article-là, qui fait vraiment avancer la science, on va dire en général, soit dans une revue indexée ou pas?
des revues nationales ou internationales. Donc on pose tout de suite la question de savoir est-ce que ça sera en anglais ou pas en anglais. Mais c'est pas parce qu'en fait on publie en français qu'on n'est pas forcément dans une revue internationale. Il en existe un certain nombre au niveau francophone. La revue dans laquelle j'écris est-elle en général connue et est-ce qu'elle est renommée dans ma discipline? Alors ça c'est un point que je voulais vraiment vous dire. Il arrive quand on commence à publier, notamment chez la revue d'infirmière, que de temps en temps on reçoit des petits mails sympas d'éditeurs qui ont trouvé notre article super et qui voudraient nous inviter à publier dans leur super revue ou à un congrès, etc. Ça c'est du gros fake, en fait c'est ce qu'on appelle les revues prédatrices. Le but de ces revues-là, c'est vous extorquer un peu de l'argent, on va dire, parce que la publication c'est un marché économique. Et quand on veut être publié, quand on est jeune chercheur, ben, comme on court un peu après les publications, parce que ça peut prendre du temps, etc., que des fois, quand on est dans les processus de thèse, il faut qu'on ait montré qu'on ait soumis un article, etc., on va vers ce genre de revue-là sans forcément trop le savoir. Sauf que là, en fait, vous êtes pris au piège et là, on va vous demander énormément d'argent pour publier. C'est des revues qui ne passent même pas par des revues de pairs la plupart du temps, donc vous n'êtes même pas certain que la qualité de votre article soit analysée et qu'on vous accompagne à la fin. Donc méfiez-vous de ce genre de choses-là, les revues prédatrices, c'est un vrai fléau aujourd'hui. Je veux bien rajouter quelque chose parce que c'est vrai que c'est très très fréquent que nos auteurs soient sollicités de cette façon-là, parce que je pense qu'il y a vraiment un checking, un traçage très fort, puisqu'en plus il y a vos mails dans les articles, donc on vous contacte pour publier en vous disant qu'en plus vous n'avez rien à changer. Tout ce que vous avez fait est déjà très bien pour cet éditeur, donc on va republier votre article tel que. Ben non, ça ne se passe pas comme ça, vous avez passé un contrat de cession de droit avec un éditeur. On est là aussi pour vous protéger. Et du coup, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, sinon, vous vous mettez du coup dans l'illégalité par rapport à votre publication initiale. Pareil pour les congrès, on vous invite en Inde, en Chine, en Amérique, enfin voilà, un peu partout, sauf que quand vous voulez aller plus loin, il va falloir payer pour que vous puissiez venir et puis pour pouvoir intervenir. Surtout en plus, voilà, derrière, en général, il y a tout à faire et il n'y a sûrement pas la qualité attendue par rapport à ce type de prestations. Donc c'est vrai qu'il faut faire vraiment, vraiment très attention. Et d'ailleurs, de plus en plus, là, j'y ai été confrontée cette semaine, il y a de plus en plus d'universités ou de CHU qui, du coup, font des listes pour du coup dire que voilà, il ne faut absolument pas publier dans ces revues prédatrices et du coup il faut plutôt privilégier tel et tel titre ou tel et tel éditeur. Bon après ça c'est discutable, mais en tout cas vraiment ça c'est un vrai risque et surtout comme le disait Julien quand on commence dans le milieu, voilà on est un peu avide de se faire publier et on peut se faire avoir quoi. Ensuite, la question de publier en français ou en anglais, on pense toujours que pour publier en anglais, il faut être bilingue, pas forcément. Il existe des services de traduction, alors ils peuvent être un peu onéreux, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de facilité avec des traducteurs basés sur l'intelligence artificielle pour commencer à faire un premier travail et puis diminuer les coûts qu'on peut avoir en traduction. Donc l'anglais n'est plus forcément une barrière, même si il y a un certain nombre de codes à respecter dans l'organisation des phrases, la façon dont on écrit en anglais qui est un peu différente de celle du français. Et puis la question de quel type d'article. On parlait des articles scientifiques et des articles professionnels, ça c'est sûr que c'est deux classes bien différentes, mais même dans les articles scientifiques, ce n'est pas toujours des articles de résultats. On peut faire des revues littérature, des revues systématiques, il y a plein de sortes de revues systématiques aujourd'hui qu'on peut réaliser, et on n'est pas obligé de faire une recherche sur l'être humain pour pouvoir faire des articles. Moi c'est notamment, je vois Virginie qui est là, mais c'est notamment ce que je fais avec les étudiants en master. C'est plus facile de les amener à travailler sur de la littérature, à chercher dans les bases de données, à organiser leur esprit critique sur des articles sur un sujet donné et qui en plus après est transférable et publiable que d'aller sur de la recherche. Donc si vous avez l'opportunité de vous former sur tout ce qui est les revues de littérature, l'evidence-based nursing, faites-le parce que c'est le premier pas dans la recherche, c'est vraiment ce qui vous permet après de progresser. Donc il y a plein de choses à faire au niveau des articles et pas forcément des articles de résultats. Ce qui est important, et comme vous disiez Yasmina, c'est qu'il faut balayer un petit peu les revues que l'on a. Moi j'ai appris quelque chose à Montréal, c'est qu'il fallait faire ce qu'ils appellent une due diligence. Quand on a une idée d'article, quand on a commencé avec une équipe à réfléchir sur une revue de littérature éventuellement ou même sur un projet de recherche, il faut sélectionner la bonne revue. Et alors on a parfois des appétences en se disant tiens celle-ci elle me plaît, j'ai envie de sélectionner celle-là.
et pas faire forcément le panorama de tout ce qui existe. Il faut prendre ce temps-là, il faut prendre le temps même en équipe, parce que c'est un choix qui est vraiment mesuré. Là, je vous ai mis tous les critères que moi j'utilise quand je fais une vérification, une comparaison préalable. Donc je regarde tout ce qui est du titre, de la portée internationale, de la fréquence de publication. La chose que je fais, c'est que je regarde régulièrement si le type d'article, enfin je regarde régulièrement, j'en ai pas 25 millions, donc les articles scientifiques, mais je regarde si la revue accepte le genre d'article que je veux publier. Si je veux publier par exemple ce qu'on appelle une revue de la portée, une scoping review, je vais aller vérifier si l'éditeur en prend. S'il n'en prend pas et qu'il prend que des revues systématiques, qui est donc un autre type, je ne vais pas aller m'embêter à lui soumettre une scoping review parce que je vais être boulé. Donc, au bout d'un moment, il faut regarder aussi ce que l'éditeur a l'habitude de faire parce qu'on peut se tromper. Chez BMJ notamment, par exemple, il n'accepte pas d'études qualitatives. Bon, ça, c'est sûr que si vous avez fait toute une test de quali, ce n'est pas la bonne revue. Donc, tout ça, tous ces critères sont importants à connaître. Et puis, le point majeur, c'est aussi, est-ce que l'article, il doit être... quelle est la longueur de l'article? Est-ce que je peux avoir un article... c'est pas open bar, souvent, quand on ne paye pas, c'est pas open bar. Mais il faut vérifier aussi que le format que vous voulez faire, vous, il est accepté par cette revue-là. Et s'il n'est pas accepté dans ces conditions, combien vous devez investir? Parce que publier un article, quelque part, ça nécessite aussi un petit peu d'argent. Donc il faut comparer tout ça. Et une fois qu'on a bien comparé, que le scope est bien planté, qu'on a choisi, ça se décide en équipe et on soumet une fois à une seule revue parce qu'il est très, très malvenu, c'est même éthique. C'est dans ce que vous disiez, Yasmina, dans le COP, là au début, c'est des choses qui sont assumées par les auteurs. Quand vous soumettez, on vous demande de respecter le fait de ne pas soumettre à une autre revue. Parce que c'est un investissement pour l'éditeur, c'est un investissement pour les réviseurs. Si de l'autre côté, vous l'avez soumis à quelqu'un d'autre qui vous l'accepte, c'est pas réglo. Donc voilà, il faut être au courant de tout ça. Donc faire sa petite comparaison de toutes les revues, faire un petit tableau et puis comparer et choisir en équipe parce que c'est un choix d'équipe. Donc, quand tu dis que ça peut être payant, c'est-à-dire publier un article payant? Ouais, on va y arriver, ouais. Ouais. Salut. Lorsque vous dites qu'on ne peut pas le proposer avec d'autres revues, c'est en simultané. Si la première Oui. revue est refusée, oui. Il faut que tu attendes le retour de l'éditeur. Il faut attendre le retour, c'est tout, ouais. Tu peux te rétracter. Oui, on peut se rétracter. Vous pouvez vous rétracter, mais ce qui est embêtant, c'est quand on a déjà commencé le processus avec les reviewers, parce que ça veut dire qu'on a mobilisé minimum 2 personnes sur votre article, et c'est toujours pas très très bien vu non plus. Voilà. Typiquement dans le cas où la bonne revue n'a pas été ciblée et qu'il y a un refus d'emblée en disant... Ah oui, surtout. Oui. C'est même bien qu'un refus d'emblée. À partir du moment où il y a eu le rejet, oui, à ce moment-là, avoir un refus d'emblée, ça t'évite d'attendre 3 mois d'avoir une... c'est ça le problème. Donc, mais on a encore trop souvent des multi-soumissions. Donc nous, on a fait notre travail à la rédaction, on a mobilisé des reviewers, on a mobilisé des gens en interne aussi pour améliorer l'article. Et puis au moment de ce qu'on appelle le bon à tirer, c'est-à-dire au moment de la publication, de la validation par l'auteur de son texte final, l'auteur nous dit « Ah je suis désolé, il a déjà été publié ou il va paraître dans telle et telle revue ». C'est vrai que ça nous agace beaucoup parce qu'on a mobilisé de l'énergie, du temps et que on se dit que c'est un petit peu dommage et puis on va être beaucoup plus vigilant sur une prochaine publication pour cet auteur. Voilà. Anne, on peut garder ta question pour la fin. Je suis désolé parce que sinon on ne va pas finir sinon. L'élément important, parce que ça agace quand même quand on est réviseur, c'est que si vous ne respectez pas les lignes qui ont été demandées par la revue, c'est assez pénible de revenir sur toutes les coquilles, sur toute l'organisation de l'article, parce que l'éditeur, Yasmina, quand elle le reçoit, elle donne un accord de principe avec une lettre de motivation. Souvent, il y a une cover letter qu'on doit réaliser, et c'est là-dessus, d'ailleurs, où on dit oui ou non tout de suite. Si on a un doute, on la propose à des réviseurs. Et quand on est réviseur, qu'on a remarqué que vous n'avez pas respecté les normes bibliographiques, parce que vous n'avez pas utilisé les bonnes, c'était du Vancouver, alors qu'on voulait de l'American Psychologist Association, par exemple, qui est une autre norme de présentation des bibliographies, ça c'est rageant, parce que vu le temps qu'on investit dedans, c'est vrai que ça c'est un peu pénible, et du coup ça peut donner une teinte un peu négative des fois à la révision qu'on fait, donc il faut prendre du temps et puis de la distance, mais respectez bien les instructions aux auteurs. Vous les retrouvez dans toutes les revues que vous voulez, dans lesquelles vous pouvez publier, sur les sites internet de l'éditeur. Vous pouvez poser des questions aux éditeurs, même en leur demandant en avance, est-ce que si je fais tel type d'article, est-ce que vous seriez intéressé?
on peut donner un accord de principe sur le fait que ça peut intéresser. Pas donner un accord de principe sur révision, parce que ça, si on vous dit oui tout de suite, c'est que c'est une revue prédatrice, mais en tout cas, vous donnez des indications. Ouais. Ou comme tu disais tout à l'heure, sur une méthodologie ou un type d'article bien précis, si du coup, c'est pas suffisamment précis ou si la personne n'a pas bien compris dans les recommandations aux auteurs. Moi, j'ai fréquemment des mails où on me demande est-ce que si je soumets tel type d'article, je ne vois pas précisé de cette façon dans votre recommandation aux auteurs, est-ce que vous allez, du coup, est-ce que c'est possible dans cette revue? Est-ce que, voilà, moi j'ai régulièrement des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Ouais, voilà. Oui, les protocoles de recherche, voilà, par exemple, les protocoles de recherche, voilà, bah, oui, bah, en tout cas dans la revue francophone internationale de recherche infirmière, c'est possible de les publier. La question de savoir si on veut un article scientifique ou professionnel, c'est ce que je vous ai dit au début. Si vous avez une recherche, c'est sûr qu'il vaut mieux faire un article scientifique, quoique on peut extraire des articles professionnels de recherche pour parler d'un concept en général et puis le diffuser à une communauté plutôt professionnelle. Quand on est sur un article scientifique, il va souvent falloir respecter un certain nombre de codes, donc ça, on va les détailler un peu. La présentation qu'on appelle IMRAD, Introduction, Method, Results and Discussion. Et puis, il y a des façons d'écrire qui sont un peu différentes. En tout cas, moi, que je trouve différentes. Yasmina, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord, mais moi, je trouve différentes. Il faut écrire de façon simple, claire, concise et en phrase active. C'est le mode de communication. Toi, t'es pas d'accord? Ah bah si. Ah bon? C'est pareil pour les revues professionnelles. Ouais, dans les revues professionnelles, on peut être un peu plus cool sur le style, parce qu'on sait que des fois, ça peut être un peu plus baroque. Mais dans les revues scientifiques, on aime que ce soit simple, ciselé. Parce qu'on a besoin qu'il n'y ait pas de fioritures. S'il commence à y avoir des fioritures, c'est qu'on cherche à cacher des trucs. Donc, il faut que ce soit simple, concis, clair, en phrase active. Alors, ça fait des articles qui sont très staccato, en fait, tac, 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 mais c'est plus facile à lire aussi. Donc, c'est important d'écrire ce qu'on appelle en plain language. Et il faut toujours vous dire que si à partir du moment où vous retirez des parties de phrase qui ne changent pas le sens de la phrase ou du paragraphe, c'est que vous pouvez les retirer, c'est que ça ne servait à rien. Donc, globalement, il faut être dans cette logique-là en disant que ce qui est nécessaire, le strict nécessaire, et qui doit faire avancer l'idée, en tout cas ça doit être au service d'une idée. Alors on vous a parlé d'Equator ce matin. Equator, donc c'est Equator Network, est un registre qui recense beaucoup de guides de bonne pratique. Tout ce qui est en bleu ici, on a par exemple les essais randomisés, les études observationnelles, les revues systématiques, etc. Il y a même les revues qualitatives. Et là, vous avez plein de guides qui sont faits par la communauté, qui sont donnés en libre accès. Vous cliquez dessus, vous pouvez choisir des checklists pour faire vos articles et bien les suivre et faire ce qu'on appelle du reporting. Et être transparent. Parce que quand on regarde dans les articles, c'est que vous avez bien été transparent dans ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas fait une étude randomisée, ça ne sert à rien de le dire. Par contre, si vous avez fait une randomisation spécifique, il faut le dire. Même si elle est de moins bonne qualité qu'une autre randomisation, on va dire... je ne sais pas, en aveugle, avec, vous avez fait une base de données qui a tiré au sort ou vous avez fait avec des enveloppes. Faut le dire. Donc c'est ça qui est important, c'est être transparent et dire les choses. Parce qu'à la fin, quand on va concaténer l'ensemble des articles, on va vouloir examiner leur qualité et en examinant leur qualité, on va regarder les différents biais qui existent. Donc c'est important d'être transparent. Et puis pour les articles professionnels, moi je pense qu'en fait, il existe plein de sortes d'articles professionnels différents. Les rétextes, c'est peut-être celui que vous connaissez le plus, parce que la plupart du temps, on s'appuie sur des pratiques qui ont eu cours dans nos milieux. Ça peut être des mises au point, ça peut être des discussions, ça peut être des controverses, ça peut être plein de choses différentes, ça peut être des points conceptuels. Ça peut être des projets d'équipe. Des projets. Des initiatives, enfin... Exactement. Ouais. Après, il y a des revues qui sont plus conceptuelles que d'autres. Soit est un peu plus conceptuelle que la revue d'infirmière. Donc, il y a parfois, quand on se présente à Yasmina, quand on dit j'ai une idée d'un article, on va vous orienter vers une revue parce que c'est plus l'identité de cette revue-là plutôt que la revue Soins, par exemple. Oui, et du coup, parce que aussi votre article, il risque d'être plus accepté dans une revue que dans une autre. C'est aussi pour ça qu'on vous oriente parfois. Donc, sur la méthode IMRAD, on doit trouver... on est en retard. Ouais, oui, c'est ça. Il faut qu'on... on va aller un peu plus vite. Allez. La méthode IMRAD, on y reviendra une autre fois. On fera un webinaire sur la publication. Les éléments, donc, j'y vais. Oui, vas-y. Donc les éléments importants qu'il faut checker avant de publier, savoir c'est d'abord dans quelle rubrique vous voulez publier, parce qu'il y a différents types de rubriques d'articles, que l'article en français, il soit bien titré correctement et qu'il soit cohérent avec ce que vous voulez faire, que votre résumé, il est bien présent et complet, selon le nombre de lignes parfois qu'on vous demande, parce que ça peut être de signes, indiqué, voilà, le nombre de signes, que la traduction soit bien réalisée
en anglais si elle a été demandée. Les auteurs, la liste des auteurs, on pourra revenir certainement dans vos questions, mais il faut que tous les auteurs qui ont participé, et seulement tous les auteurs qui ont participé à l'article soient présents, et dans l'ordre d'importance. Que l'auteur correspondant soit signalé avec son adresse mail, que les affiliations soient bien complètes, et c'est important d'avoir des affiliations complètes parce que quand après les évaluations sont faites au niveau des universités, au niveau des établissements, à travers le SIGAPS notamment, et si les affiliations ne sont pas correctement indiquées, on peut ne pas avoir les points nécessaires pour ces revues. Alors il y a ça, et aussi pour nous, après quand ça rentre en production, on a des éléments obligatoires, c'est-à-dire que votre article ne peut pas rentrer en production si on n'a pas tous ces éléments-là. Voilà. C'est pour ça qu'on vous embête en général. Hein. Oui, Ouais. Oui c'est vrai, mais si on l'a anticipé, normalement ça passe bien. Les figures, elles doivent être souvent détachées de l'article et elles doivent être appelées cependant dans l'article. Et puis, le truc est éminemment important en France, ça prend de plus en plus d'importance et heureusement, c'est les liens d'intérêt que l'on peut avoir. Et puis pour simplement savoir quel lien d'intérêt on peut avoir, il faut aller sur la base nationale de transparence où vous pouvez voir les liens que vous pouvez avoir à votre niveau. Je te laisse faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup une fois qu'on a accepté votre article? Donc voilà, donc nous, en tant qu'éditeur, donc on a un rôle important, hein, c'est de produire vos articles, de les mettre en page, de reporter vos corrections et les corrections aussi au sein de la rédaction, de les mettre en ligne et puis d'aller jusqu'à l'impression pour les revues qui sont papier et en ligne. Donc c'est vrai qu'on a un service dédié pour ça. Voilà. Et après, c'est le référencement des revues dans toutes les bases de données auxquelles du coup la revue est affiliée. Et donc du coup, voilà, il y a des canaux qui s'ouvrent pour que tout de suite, à partir du moment où elles sont prêtes pour publication, donc en général, elles sont déjà sur les bases de données avant d'être imprimées. Voilà, ça c'est important. Et on a des articles aussi à partir du moment où vous avez donné ce qu'on appelle le bon à tirer auteur, du coup que l'article est bon pour publier, du coup il est aussi en pré-publication sur des sites, sur les sites des revues, pour certaines revues. Donc ça permet aussi que votre article soit mis en avant et qui surtout il puisse être citable. Donc on diffuse aux abonnés. Voilà, version électronique, version papier. Du coup, on va mettre en lumière du coup, les revues et donc vos articles. Et voilà, le rôle aussi de l'éditeur, c'est éventuellement d'avoir aussi des espaces et des bannières publicitaires, mais ça peut être voilà, les petites annonces, ça peut être du coup des congrès. Voilà, ça dépend aussi des partenariats qu'on a pu nouer. Mais en tout cas, nous, chez Elsevier, on n'est pas sur un modèle publicitaire. Hein, on est vraiment sur un modèle d'abonnement. Donc, du coup, si on a de la publicité, très bien. Encore faut-il qu'elle soit acceptée et conforme à ce que nous, on souhaite dans la ligne éditoriale. Mais si on n'en a pas, c'est absolument pas un problème. Donc, on n'est pas du tout c'est pas une survie par rapport à nos revues. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas partout. Alors, les étapes de la production, de l'acceptation à la publication. Donc, votre article est accepté. Juste 5 minutes. Oui. Sinon, il n'y aura plus de temps pour Ouais. Donc, votre article est accepté. Du coup, il va être travaillé au sein de la rédaction. Il va être mis en page. Vous allez du coup avoir l'épreuve qui va vous être envoyée. Vous allez mettre vos corrections. À nouveau, du coup, on va rentrer vos corrections. Votre article va être mis en ligne. Et du coup, on va pouvoir le publier papier et sur les plateformes. Ce qui prend plusieurs mois. Voilà, mais du coup, effectivement, j'ai été trop vite. C'est un long processus. Hein, voilà. Donc, du coup, parce qu'une fois qu'il est accepté, avant, il a dû être révisé. Hein, donc, c'est tout ce que je vous ai dit en amont. Donc, du coup, ça prend plusieurs mois. Donc, il ne faut pas vous décourager. Et n'hésitez pas aussi, à des moments donnés, à revenir vers nous si vous êtes inquiet. On vous rassurera. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui prend un peu de temps. Et ça, il faut l'accepter parce que du coup, c'est aussi gage de qualité. Donc voilà, donc les plateformes où vous pouvez du coup chez Elsevier voir les différentes revues. L'open access, alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est vrai que du coup Julien avait commencé à en parler. Alors il y a plusieurs modes de publication et c'est ce que tu demandais Marine. En fait quand vous envoyez à une revue, la plupart du temps
Bon, c'est gratuit. Si on veut pas que les droits enfin pas les droits de lecture soient levés et que ça sorte du public d'abonnés, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. On ne paye rien. Enfin, en tout cas, l'auteur ne paye rien. Voilà. C'est l'éditeur qui prend en charge tout le processus. Après, si vous souhaitez que votre article soit lu large à manu, c'est-à-dire que quand tu tapes dans PubMed l'article sur l'éducation thérapeutique, ton lectorat puisse y avoir accès directement, et là, il faut sortir de l'abonnement qui est normalement nécessaire à la revue. Donc, l'éditeur propose un mode de communication qui s'appelle l'open access, donc l'accès ouvert. Et à ce moment-là, l'article peut être lu par tout le monde, sauf que tu dois payer. Et ce prix, il est variable suivant les revues et suivant le type de revue, l'indexation des revues. C'est pas étonnant d'avoir des prix, je ne connais pas forcément les tiens, mais moi par exemple, il y a un journal qui m'intéresse énormément qui s'appelle Journal of Medical Internet Research, qui est un journal en e-santé. C'est souvent entre 2000 et 2500 $ pour publier un article. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est que quand on fait de la recherche et qu'on sait que c'est un article de transfert, on va transférer des résultats, on anticipe et on le met dans le budget. On budgétise 2000, 2500 $. Si on veut de l'open access, c'est pas obligé de le faire en open access. Mais ça coûte énormément d'argent et 2000, 2500, c'est une fourchette parce qu'on peut rapidement monter à 4000 $ facilement. C'est une fourchette basse. Oui, c'est une fourchette basse. Donc pour être lu et compréhensible, c'est ce qu'on vous a un peu dit, il faut se documenter, bien délimiter son sujet, être au clair avec l'objectif de l'article. Chacune des parties doit bien être amenée, il doit être structuré et on doit aller à l'essentiel et pas se noyer. C'est important aussi de faire la distinction entre un article et un mémoire. En fait, dans un mémoire, vous allez détailler tout ce que vous avez fait, vous allez apporter beaucoup de choses. Dans un article, on va à l'essentiel. Donc l'article n'est pas un mémoire et s'il est extrait de ce mémoire-là, il y a tout un travail de mise en perspective à réaliser. Il faut veiller à l'équilibre des parties, faire attention au titrail, donc quand c'est dans une revue professionnelle, notamment les titres premiers, les intertitres, qu'il y ait bien nombre équivalent de titres et d'intertitres. Ne pas oublier l'introduction et la conclusion qui sont quand même les éléments dans lesquels on commence et lesquels on finit. Et puis la plupart du temps, je n'allais pas dire que c'est ce qu'on lit, mais globalement, quand on veut faire une lecture très rapide, c'est ce qu'on lit très rapidement. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut utiliser aussi des logiciels qui s'appellent des logiciels de gestion bibliographique. Si vous avez l'opportunité de vous former là-dessus, il y a plein de vidéos YouTube pour utiliser ce qu'on appelle Zotero, mais il y en a d'autres comme Citavi, qui sont des outils qui vont vous permettre d'implémenter votre bibliographie au fur et à mesure de votre article et de pouvoir les avoir directement en automatisé à la fin. Donc ça nécessite un petit apprentissage et vous pouvez trouver facilement des petits webinaires qui vous expliquent tout ça et c'est très utile. Il vous reste 1 minute. 1 minute pour parler de la valorisation qui est le plus important. SIGAPS, alors, SIGAPS. Les hôpitaux, vous savez, sont rémunérés par le ministère et il y a des missions d'enseignement et de recherche et d'innovation qui s'appellent les mairies. Et pour une partie des mairies, en fait, il y a un financement qui est lié aux publications que l'on fait. Donc on interroge un système qui s'appelle le système SIGAPS, pour système d'interrogation, de gestion, d'analyse des publications scientifiques. Là-dedans, SIGAPS, lui, il interroge PubMed. Et en fait, il va regarder toutes les revues qui sont publiées dans PubMed et tous les articles qui sont publiés dans PubMed en fonction des auteurs. Donc, quelque part, c'est une base de données qui sert à payer les établissements dans lesquels vous dépendez et à fournir des enveloppes mairies. On a plusieurs types de revues. Des revues qu'on appelle de rang A, B, C, D, E et non classées. Les non classées, c'est par exemple Soins, la revue d'infirmière, mais ce n'est pas parce qu'elles sont non classées qu'elles ne rapportent pas d'argent, parce qu'elles ont un petit impact factor quand même, et ce petit impact factor fait qu'on peut récupérer un petit peu d'argent. En fait, on a divisé, on va dire, l'échelle de ce qu'on appelle en quartile, et entre 0 et 100%, on a divisé ça en rangs A, B, C, D, E, et on a donné une importance à ces revues-là en fonction d'impact factor. Et en fonction d'impact factor, on leur a donné des points. Donc 8 points pour les revues à rang A, 6 points pour les revues à rang B, C, D, E, et puis 1 point pour les non classés. On conclut. Donc globalement, en nursing, vous voyez là les impact factors de 2018, le max il est à 3,57 et quand on arrive en rang B, on est 1,6 pour Research Nursing Health. C'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on disait dans le JAMA, mais ça compte quelques points. On regarde aussi le rang des auteurs, donc leur coefficient. On donne 4 points au premier, 3 points au deuxième, 2 points au troisième. Après, on décline. Jusqu'au avant-dernier, on donne beaucoup de points parce que souvent, c'est le superviseur.
Et on fait en fait un coefficientage entre le rang de la revue, le rang de l'auteur, et ça donne un nombre de points SIGAPS. Donc pour vous donner un exemple, 2 infirmiers de la Chia Percy qui publient avec un infirmier de Saint-Antoine à la PHP dans International Journal of Nursing Studies, le premier qui existe en rang A, on leur attribue 4 points, 3 points, 4 points, ça fait un total de 11 points de publication pour l'ensemble des auteurs. On divise ensuite, suivant le nombre d'auteurs, leur position en rang 1, en rang 2 ou en dernier auteur, et ça nous donne le point SIGAPS par auteur. Ce qui veut dire que pour Percy, on touchera 5,82 points SIGAPS et que Saint-Antoine aura 2,18 points. Et ça, c'est multiplié par le coût du point annuel. Sauf que ce coût du point annuel, il varie suivant l'enveloppe budgétaire que donne le ministère de la Santé. Donc, plus vous publiez, plus votre pourcentage dans l'enveloppe annuelle va être important. Plus vous êtes à la PHP, plus vous avez d'importance de pourcentage, plus vous allez avoir de... Si, c'est vrai, Judith, vous êtes les premiers, parce que vous êtes le premier CHU de France, donc vous prenez une part importante dans cette enveloppe-là, ce qui est normal, parce qu'en fait, on vous rétribue en fonction de la recherche que vous avez menée et des publications qui sont faites. Vous avez plusieurs possibilités, de toute façon, le diaporama sera révisable, pour vous aider, et notamment sur l'anglais. Et puis, quelques points importants. N'hésitez pas à aller voir le blog de Hervé Maisonneuve sur la rédaction médicale, qui fait le point sur toute la publication, c'est passionnant. Vous pouvez avoir des numéros particuliers pour soins, et aussi aller voir des checklists qui existent sur l'American Psychologist Association, qui sont des checklists très utilisés en sciences infirmières et en sciences de la rééducation, et pas seulement pour les psychologues. La chance ne sourit bien qu'aux esprits les plus préparés, c'est de Louis Pasteur, ça reste encore valable encore une fois pour la recherche. On vous remercie et on va pouvoir discuter ensemble. Lui dire de condenser. Merci beaucoup, c'était vraiment très informatif, très structuré, très dense. Il nous reste exactement 17 minutes. Donc l'idée c'est d'aller aux questions spontanées qui vous viennent. Voilà, sollicitez-les, sollicitez-nous. Je crois que Anne, on t'a mis en attente, mais si tu acceptes, il y a une question avant toi. Dis-nous comment. C'est bon? Allez-y. Moi j'ai une question parce que... Juste présentez-vous comme ça. Ah oui, pardon. Agnès Mistral, je suis ergothérapeute. Moi je travaille pour le service de santé des armées à l'hôpital militaire de Percy, dans le service de rééducation. J'ai déjà publié plusieurs articles dans des revues un peu variables, on va dire. Et particulièrement, on avait essayé de publier à la demande de notre chef de service dans une revue à Impact Factor, puisque pour le chef de service c'était très important. Du coup, deux questions. Comment on fait pour, en tant que paramédical, petit technicien de son équipe, pour dire en fait ça va pas le faire, quoi. On va pas y arriver. Donc on a soumis 3 fois et l'article était devenu obsolète, donc on a arrêté de soumettre. En l'occurrence cette revue. Et la deuxième chose, c'est vraiment la question des auteurs, parce que c'est une galère sans nom à chaque fois, honnêtement. Moi j'ai eu vraiment des on va dire des gros coups quand même à la fin, quand on m'a dit bah non, finalement ton nom il sera en 4e auteur, alors qu'on a l'impression d'avoir fait tout le travail. Du coup, est-ce que ça c'est quelque chose qu'il faut définir dès le départ? Est-ce qu'on peut être paramédical et le premier dans un article, dans son équipe? Voilà. Du coup, c'est vrai qu'on a honnêtement, personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de mal à argumenter en disant bah oui, mais quand même, c'est moi qui ai fait le boulot. Voilà. Et un peu, si vous pouvez juste nous donner quelques éléments là-dessus. Tu veux participer? Je pense que vous avez donné la clé, c'est-à-dire que si vous le décidez avant de commencer la rédaction, voir ce que nous on préconise. Moi, je travaille dans une plateforme de recherche. Je ne l'ai pas précisé, mais de manière assez fréquente, c'est précisé dans le protocole de recherche qu'on soumet pour autorisation réglementaire. Et en général, ce sont les auteurs principaux qui sont nommés et leur ordre est donné. Alors évidemment, ce n'est pas figé et absolument gravé dans le marbre, mais généralement, c'est un appui très fort pour vous, notamment, il ne faut pas s'en cacher pour les paramédicaux, si il y a des enjeux et de la compétition importante sur ces sujets-là, avec des médecins qui vont vous rappeler, notamment pour ne pas les citer, qu'eux, ils ont nécessité de publier, ce qui est peut-être moins votre cas, etc. Et donc le fait de l'avoir écrit, le fait de l'avoir soumis à une autorité compétente ou à un comité de protection des personnes, c'est une aide majeure pour la suite. Et le fait de l'avoir en tête avant de commencer à rédiger, c'est aussi... Alors c'est un engagement pour vous, c'est-à-dire que si vous êtes premier auteur ou dernier auteur, vous engagez à la hauteur de ce que votre ordre, le rang nécessite.
Et donc là, j'ai aussi en tête des projets paramédicaux, à l'inverse, où les personnes qui étaient très bien placées se sont un peu mis en retrait au moment de la publication, parce que c'est un exercice pas évident, et qui préféraient laisser des professionnels plus aguerris à l'exercice l'en prendre en main. Donc la clé, elle est essentielle, l'avoir écrit, se mettre d'accord avant de commencer, et encore une fois, avant de se mettre d'accord, avant la rédaction, se mettre d'accord avant de commencer le protocole, avant de commencer le projet en tant que tel. Si c'est dans le cadre d'un travail de master et qu'il y a une revue systématique ou autre qui est prévue, c'est tout à fait logique de commencer à en parler en amont. Il n'y a pas de question d'ambition, de positionnement, voilà, des aspects très personnels qui posent question. C'est avant tout être au clair avec qui va faire quoi. Et ça se posera pour toutes les recherches dans lesquelles vous allez être impliqué, avec des interventions qui sont des fois un peu compliquées à valoriser. Je pense par exemple à la position d'investigateur principal dans un centre quand on est sur un projet multicentrique. C'est évidemment incontournable, indispensable de rappeler l'importance des interlocuteurs paramédicaux dans le grand groupe des auteurs avant de commencer. Notamment à l'étape de réunion de mise en place, quand on démarre le projet, je sais que sur un point personnel, je rappelle qu'il y aura un auteur, 2 auteurs pour chacun des centres qui vont participer. Et devant le chef de service, devant tous les interlocuteurs qui peuvent avoir des questions, rappelez qu'il y aura obligatoirement, dans mon cas de figure, un infirmier si c'est une investigation principale par un infirmier. Okay. Donc anticipation. Et du coup, quand vous soumettez à l'unité de recherche clinique, en fait, quand vous soumettez votre projet à l'unité de recherche clinique, on l'écrit déjà à ce moment-là, c'est ça, ça correspond à ça. Voilà, là, au moment de la soumission pour obtention de financement, si vous avez besoin de financement pour le conduire, au moment de la soumission pour obtenir les autorisations réglementaires habituelles, c'est bien de rappeler le premier auteur, le deuxième auteur, ou des personnes avec des positions clés. C'est le cas aussi pour les équipes de recherche que vous sollicitez, hein, je parle de votre côté, c'est-à-dire qu'il va y avoir des biostatisticiens ou des personnes qui vont avoir une expertise sur le plan paramédical qui peuvent être sollicitées. L'idée, c'est aussi de rappeler l'importance de cet éclairage-là et de ce soutien, et d'avoir en tête qu'ils auront participé dès l'étape de conception, appui pour obtenir un financement jusqu'au bout. Et ça se traduit avec voilà, ces questions d'auteur qui sont des questions très sensibles. Donc plus vous allez les anticiper, plus vous serez aussi confortable vous-même avec l'exercice, et que vous n'aurez pas besoin de rappeler après 3 soumissions que c'est vous qui avez vraiment pris en charge le travail, et que c'est cohérent que vous restiez premier auteur. Isabelle voulait intervenir. Oui, je voulais juste réagir par rapport à ça. Je pense qu'il y a... C'est vrai que c'est une discussion, et même si on s'en prévaut, ça revient souvent. Je pense que la première question, c'est qu'un paramédical peut, et c'est l'avantage des sciences, peut absolument soumettre un article partout, et il n'y a pas marqué qu'il faut être médecin, ou qu'il faut être chercheur, ou qu'il faut être paramédicaux. Et je pense que nous-mêmes, il faut qu'on arrête d'être complexés par rapport à ça. Moi, je publie beaucoup plus dans des revues médicales que des revues paramédicales du fait de ma discipline. Et à la rigueur, on s'en fiche un peu de savoir qui fait, et si on a un master, une thèse, ce qu'il faut, c'est que l'article soit de qualité. Et ça, c'est un avantage de la publication, c'est qu'on est au-delà de tout ça. Je pense qu'après, quand il y a des fortes tensions, moi ça m'est arrivé au départ, il y a quelque chose qu'il faut garder en main, c'est de soumettre soi-même. Si c'est toi qui te mets sur la machine et dans le moteur de recherche, je veux dire, à la fin, c'est toi qui décides. Et tu as une dernière... J'ai toujours soumis en moi, c'est toujours moi qui ai tapé dans la machine, mais sur ordre. Ah ouais, mais tu as une dernière solution, c'est de ne jamais soumettre. Oui, ne pas soumettre. Oui, voilà. Bien sûr. Ouais. Et après, il y a la négociation qui est, parce que quelquefois, il ne faut pas se leurrer, je sais pas, il y a un jeune chef qui en a besoin pour sa thèse, tu lui dis, ok, là, je te laisse en premier auteur, mais c'est toi qui vas t'amuser sur la machine, là. Par contre, la prochaine fois, moi, j'ai un travail, et là, on fera l'inverse. Il y a aussi toutes ces tractations. Mais je pense qu'il ne faut pas céder quand tu ne cèdes pas 2 ou 3 fois, personne n'y revient. Hein. Il faut changer d'équipe. Pas changer d'équipe. Changer d'équipe de publication. Ce que je veux dire. Il faut changer d'équipe de publication. Et puis nous, en tant qu'éditeur, on fait ce qu'on appelle aussi la chasse aux auteurs fantômes. Vous savez, ces auteurs-là qui se rajoutent au dernier moment pour être
sur la liste. Et puis voilà, donc ça aussi, on peut aussi à des moments donnés, en tant qu'éditeur, quand on a un doute, demander qui a écrit telle et telle partie et comment vous vous êtes organisé pour l'écriture de l'article. C'est vrai, de plus en plus on doit voilà. écrire qui a fait quoi, voilà. donc souvent avec les articles, un tel a relu, un tel a sélectionné les articles, un tel a révisé, un tel machin. Voilà. Tout ça est vraiment tracé maintenant. Voilà, parce qu'on a eu pas mal de soucis, hein, donc voilà. Avant ma question, juste pour rebondir, il y a aussi la notion de co-autorat qui existe. Ouais. Et ça, parfois, ça peut résoudre quelques problématiques. Et la question que je voulais poser tout à l'heure, c'était par rapport quand vous disiez publier en français ou en anglais, il y a aussi des personnes qui publient la même chose dans les deux langues. Quel est votre... est-ce que vous pouvez nous parler de ça et ça peut aussi parfois, le fait que quelqu'un aille voir un autre journal alors qu'il a déjà déposé, il y a aussi cette notion de durée de réponse d'un journal. Un journal qui met 12 mois à vous répondre, parfois les gens vont aller se mettre ailleurs, donc il y a aussi cet aspect-là de question. Autoplagiat. Est-ce qu'on peut soumettre le même travail Non. En anglais et en non. français? C'est de l'autoplagiat. Non. C'est-à-dire que si vous publiez en anglais et vous souhaitez publier après en français ou inversement, votre article doit être différent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Après, sur les délais au niveau de réponse des éditeurs, c'est vrai que voilà, parfois on est très long. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous explique aussi pourquoi vous n'avez pas eu forcément de réponse. Moi, je vous donne un exemple là, avec la pandémie. Ça a été très très difficile et ça l'est encore pour mobiliser des reviewers, par exemple. Et comme on ne va pas publier si on n'a pas, si l'article n'est pas révisé, on a beaucoup de refus de reviewers, on a peu de candidatures de reviewers, de personnes qui ont envie de s'investir aussi pour évaluer les articles par les pairs. Et du coup, tout ça, ça nous donne des retards de publication parce qu'on n'a pas forcément les moyens et nous, on ne souhaite pas supprimer ce type d'étape qui est primordial pour la qualité de l'article. Mais n'hésitez pas à revenir vers l'éditeur pour qu'on vous explique aussi pourquoi s'il y a des retards. Puis moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est commencer par des articles professionnels, commencer à publier dans je ne vais pas dire des petites revues, mais des fois vous avez même des revues institutionnelles. Nous, on en a une chez nous, où on cherche des articles paramédicaux et on va en publier. Donc si vous commencez par du professionnel, c'est un peu moins strict quand même, enfin largement moins strict quand même que les revues scientifiques. C'est aussi, ça aide à démystifier les choses, à passer la barrière de l'écrit, qui n'est pas forcément quelque chose de simple pour nous, et puis à se familiariser avec la relation qu'on peut avoir avec un éditeur, etc., avant de faire le grand bain, et puis, de sauter dans le grand bain et d'y aller comme ça. Et puis rapprochez-vous des équipes qui publient, des fois ça peut être bien de proposer vos services pour un tout petit truc à l'intérieur d'un travail. Ça commencera à vous acculturer, à vous habituer à ce processus-là, et vous progresserez énormément, à condition d'y consacrer un petit peu de temps, mais vous progresserez énormément. Je voudrais compléter en disant que l'étape de soumission d'un article, même si l'issue n'est pas heureuse, elle est très formatrice. Vous en avez longuement parlé, hein, c'était vraiment très complet votre présentation. Et le fait de recevoir une lecture par plusieurs réviseurs, alors certaines revues, on a quatre experts qui vont donner leur avis, et bien ça identifie vraiment les points d'achoppement, les zones qui étaient insuffisamment claires, et c'est vraiment un processus de progression qui vous est donné. C'est une chance quelque part de bénéficier de l'expertise de personnes généralement anonymes que vous ne connaissez pas, qui ont un regard très, très large sur vos sujets. Et c'est souvent le cas de sélectionner des journaux en étant quasiment sûr qu'on n'arrivera jamais à être retenu, mais de souhaiter que l'éditeur lui passe la première étape et accepte de le transmettre au reviewer pour justement éprouver un peu son document et de voir ce qui pose problème. Moi j'ai en tête un article récent. J'étais pas très confortable sur une partie de l'analyse qui a été faite et j'étais vraiment très heureuse. L'article n'avait pas été retenu, hein, mais la partie qui m'inquiétait n'avait pas posé problème. Et voilà, c'est un côté rassurant aussi de se dire qu'en effet, il y a des choses moyennes qui peuvent être tout à fait améliorées, et puis d'autres choses qui ont été bien pensées. Et bien, je prends ça comme
quelque chose de structurant pour poursuivre. Et ce qu'on fait généralement, en tout cas je le fais de plus en plus, c'est il faut partir avec l'idée que ça va être long. Donc c'est comme la course, quand on connaît la distance, on arrive mieux à se préparer, je trouve. Moi j'identifie en général entre 4 et 5 revues qui seront les revues possibles comme les revues d'atteinte, avec un ordre. On va commencer en général par le plus difficile et puis on descend. Alors bon, progressivement on remplit son tableau. Et puis à un moment ça passera, c'est peut-être aussi un des éléments qu'on veut vous donner. Si vous avez passé du temps, vous avez pris en compte les commentaires qui vous ont été transmis et que vous avez travaillé et repensé votre document, un jour il passera, que ce soit dans une revue que vous attendiez ou pas. Mais voilà, logiquement, tout travail peut être valorisé et donc il faut s'accrocher en revanche, et ça se fait pas très rarement pour la première sollicitation au premier journal. Une petite précision, là vous parlez dans l'ordre des auteurs, il faut préciser ceux qui ont fait dans l'article, ceux qui ont relu, ceux qui ont traduit, ceux qui ont écrit telle ou telle partie dans l'article. Souvent quand on fait des recherches, il y a d'abord le terrain, c'est-à-dire il y a écrire le protocole d'étude qui va être mis en place, mener l'étude, coordonner les différents intervenants sur cette étude, les laboratoires d'analyse médicale, biomédicale, etc. Collationner ou récupérer toutes les informations, tous les résultats, et puis après il peut très bien y avoir quelqu'un qui fait une étude qui fait un article à partir de cette étude-là. Et vous, pour le coup, vous n'écrivez rien dans cet article et vous n'apparaissez même pas. Toute la question de l'investigation et la façon de valoriser ce travail-là. J'imagine que c'est une expérience vécue. Non, parce que pour le coup, moi j'ai été intégré, parce que j'ai aussi participé à la relecture, à la traduction. Voilà. Que les données soient prises et qu'elles soient complètement. Que le temps d'analyse et de publication soit totalement distinct. Il y a une étude qui est faite parce qu'on nous l'a demandé, donc on va faire l'étude. Voilà, on va apporter un résultat en interne. Mais c'est vrai que ces résultats peuvent aussi intéresser la communauté, on va dire, médicale, paramédicale. Donc une publication va être décidée derrière. Mais si vous n'êtes pas convié à rejoindre l'écriture, c'est vrai que vous pouvez être mis, en fait, c'est votre travail qui est publié, mais sans votre. C'est pas très éthique, mais parce que même quand tu as fait une étude et qu'on réutilise tes données pour faire une analyse secondaire ou faire une étude ancillaire, on est normalement, tu es le premier investigateur, si tu n'es pas le premier auteur, tu es en tout cas bien placé parce que c'est toi qui as fait le job, quoi. Donc c'est pas très éthique, mais après c'est comme toute organisation humaine, il faut trouver le meilleur fonctionnement. Plus vous connaîtrez l'exercice, moins vous aurez ce cas de figure. Ouais. Et plus vous saurez vous positionner aussi et dire non aussi. Hein. Enfin, à un moment donné, il faut aussi savoir trancher. Hein. Exactement. Ouais. Même si c'est pas simple. Alors, il reste l'espace pour une petite question. J'espère qu'on vous a tous donné envie. Oui. Vous vous sentez un peu écrasé là, sous le poids de la difficulté. On apprend tous en marchant et on est tous en train de s'améliorer. Je pense que c'est le cas de tout chercheur au cours d'un parcours de recherche et d'une vie de recherche. Donc voilà, on a des étapes formatrices pendant son cursus universitaire ou pas, ne serait-ce qu'en présentant des résultats ou des projets de service et autres. Et puis ça peut vous amener à aller vers plus par la suite. Moi, je dis toujours, la publication d'un article, c'est un formidable travail d'équipe. On a vraiment chacun des regards différents, on amène chacun des pierres à l'édifice pour, au final, publier un article de qualité. Donc que ce soit vous, au travers de votre recherche ou à travers d'un article professionnel, donc avec vos équipes, vos institutions, enfin toutes les personnes qui vous ont donné envie ou aidé ou qui ont participé à des projets qui du coup font sens pour la publication. Mais après aussi, tout ce qui se passe, quand vous allez avoir une expertise, que vous allez, comme disait Judith tout à l'heure, le vivre comme quelque chose de positif, pour améliorer votre article. Le travail qui est fait à l'intérieur de la rédaction, parce que dans les rédactions, il y a des professionnels de l'écriture aussi qui sont là pour vous accompagner, pour vous dire, là c'est pas suffisant, est-ce que vous pouvez amener une précision, là on a préféré mettre ça dans tel ordre ou réécrire telle et telle chose, est-ce que ça vous va, est-ce que c'est plus clair comme ça, etc. Pour que du coup on a vraiment
tous le même objectif, hein, c'est vraiment publier au final un article de la meilleure qualité possible. Et je crois qu'il faut, voilà, il faut utiliser toutes ces ressources-là. Et c'est comme ça que, du coup, ça vous donnera aussi, voilà, aussi envie de publier. Et puis il faut oser, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et au fur et à mesure, bah, du coup, vous allez pouvoir être publié. Deux petites questions. Ouais, très rapidement, Allez-y. juste pour dire qu'au-delà de toutes ces galères de publication, parce que je n'ai peut-être pas posé la question la plus valorisante sur la publication pour commencer, mais moi je sais que j'ai beaucoup progressé sur mon protocole de recherche parce que, en fait, si on écrit un protocole de recherche, c'est parce qu'on se pose des questions sur nos pratiques quotidiennes, et quand on se fait retoquer parce qu'effectivement c'était pas assez carré notre truc, c'est aussi parce que notre pratique au quotidien elle est peut-être pas complètement assez carrée, et honnêtement c'est vrai que réfléchir à notre façon d'écrire. Quand on commence à écrire, on se dit « Ah ouais, mais là, j'ai une donnée sur deux, j'ai un patient, je l'ai traité comme ça et l'autre comme ça, mon truc, il n'est pas assez carré. » Et en fait, moi, j'ai quand même beaucoup progressé dans ma pratique d'ergo du quotidien, parce que 99% de mon activité, c'est quand même mes patients. J'ai beaucoup progressé en essayant d'écrire, quoi, en me disant « Bah là, en fait, ça, j'aimerais bien écrire ça, mais en fait, j'y arrive pas parce que mon truc, il n'est pas assez clair. » Et ça c'est quand même je pense que c'est un vrai plus pour toutes nos pratiques, parce qu'on est quand même d'abord des praticiens. Voilà. Non, moi, je voulais juste dire en clair que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Yasmina qui a beaucoup de revues françaises et qu'on est beaucoup à s'être fait la main d'abord sur ces revues. Parce que tous les éditeurs ne sont pas aussi bienveillants qu'elle et ne vont pas tous avoir un comité de lecture bienveillant qui donne des conseils pour écrire. Et c'est vrai qu'on n'a jamais écrit. Ça vaut le coup de publier dans une de ces revues au départ pour bien maîtriser la structure, avoir les bons conseils, apprendre à faire son résumé en français, en anglais, les mots-clés, tout ça. Et c'est vrai que ces revues font un peu le job d'initier à la publication et permettent aussi de se sentir un petit peu plus solide même par rapport aux autres équipes, même si c'est en français. Et je pense qu'on est bon nombre ici en France d'avoir commencé à se mettre dans les publications en travaillant avec Yasmina, et donc il faut en profiter. Voilà, je voulais lever le doute parce que toi, comme tu te présentes et tu présentes tes revues, on peut se dire il y a un biais, mais c'est vrai qu'on a la chance que tu aies été infirmière et que tu restes infirmière dans l'âme, et de pouvoir un peu profiter de ça. Tous les pays n'ont pas ça, et c'est vrai que tous les comités de lecture, c'est des collègues qui sont assez bienveillants, et il ne faut pas hésiter à écrire une ou deux fois dans ces revues avant de se lancer en anglais, je pense. C'est une bonne Merci. Merci à tous pour votre participation. On reste disponible s'il y a d'autres questions. Et bonne écriture, bonne soumission à venir. N'est-ce pas ? Donc, merci.